Gay, commissaire de programme ici à Raw Material, actrice culturelle et productrice culturelle, comme on dit. Bonjour, je m'appelle Fatima Bintoura Soulsi. Je suis directrice des programmes ici à Raw Material Company, et qui est un centre pour l'art, le savoir et la société, qui a été fondé en 2008 par une commissaire d'exposition d'origine camerounaise qui s'appelle Koyoko. Très bien. Alors, donc vous avez accueilli ici Nathalie Veyrac pour son projet d'exposition. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a touché dans son histoire? Pourquoi vous avez accepté de l'accueillir? Alors, pour l'histoire de Nathalie, je pense que ça résonne avec l'histoire de beaucoup d'entre nous par rapport à cette quête identitaire, l'importance de la transmission et de pouvoir se reconnecter avec son héritage, de valoriser son héritage et de pouvoir savoir comment, à travers cet apprentissage faire apparaître dans mon imagination, de nos sense of belonging, comment on pourra se projeter et s'identifier et s'approprier en tant que notre identité à nous, pour pouvoir aussi transmettre ça aux nouvelles générations à venir. Fatima. Il y a quelque chose qui est de très important dans la pratique de Nathalie, qui s'inscrit dans un travail que Raw fait depuis plusieurs années maintenant. On aime fouiller l'histoire et la mémoire des gens, on aime fouiller les archives, mais ne pas fouiller les archives qui sont classiques, normatives, celles qu'on nous a dit c'est là que l'histoire est et c'est là que l'histoire existe. Comme l'a dit Philippe, l'histoire de Nathalie, c'est aussi notre histoire à chacune d'entre nous, des histoires de déplacement, de questionnement sur l'identité, sur l'appartenance sous nous. On est de plusieurs territoires, filiés de plusieurs territoires, elle parle plusieurs langues, il y en a une qui domine l'autre. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui font partie de l'histoire de toute une génération de jeunes gens et qui ne passent pas par l'archive classique, qui ne passe pas par aller à la bibliothèque, qui ne passe pas, ça passe par la voisine à la porte de laquelle tu frappes, qui te raconte c'est quoi son histoire et en quoi elle te ressemble. Ça passe par un groupe d'amis qui se rencontrent et qui finalement découvrent qu'elles ont toutes les deux grandi en Inde. Ça passe par des personnes qui se sont retrouvées au même moment sur un territoire sans jamais se rencontrer et qui 50 ans après se rendent compte qu'elles ont la même histoire et la même trajectoire. Donc les archives qui nous intéressent, ce sont les archives des individus, la mémoire des personnes et la parole. On dit que le peuple africain, ou en tout cas que les populations africaines sont des populations de l'oralité, et je ne pense pas seulement. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'écrits, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont passées par le verbe, par le son, par les soirées à côté de grand-mère qui nous racontent les contes, etc. Et nous, c'est comme ça que notre mémoire elle se construit. Notre archive, elle n'est pas une archive archive officielle. Et puis c'est même pas une archive qui survit, c'est une archive qui a le droit de mourir et de renaître. Parce que nos peuples sont des peuples comme ça. On a embrassé le fait qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On a embrassé le fait qu'on n'est pas tout seul sur terre à s'asseoir autour. Et on n'est pas tout seul, il y a des gens autour de nous. On ne les voit pas, on ne les sait pas, mais eux ils ont la mémoire de nous et de nos ancêtres. Et ça c'est ce qui fait la particularité. Donc Raw c'est un espace qui a accueilli des projets comme ça, sur la communauté vietnamienne du Sénégal, des projets qui sont plus des projets qui sont liés à l'histoire politique du Sénégal, comme l'Université des Mutants avec l'école des Mutants, où ils ont cherché l'archive et ils se sont intéressés à la manière dont elle a été interrogée. Et je pense que le travail d'artistes comme Zora Opoku, pareil pendant la biennale qu'on a accueillie, et Janilda, ce sont que des personnes, beaucoup de femmes, que des personnes qui ont... Vous êtes des féministes? Ah, en tout cas, que des personnes qui ont une histoire à partager et qui savent rentrer dans les nœuds et les coins de l'histoire, ce que tu ne pourras pas trouver dans aucune archive officielle. Ah oui. Donc en fait, vous faites un travail d'investigation. Énormément. Oui. Et une fois que vous obtenez ces informations-là, bon, on peut supposer que ça devient désormais mieux gardé, non? Je ne sais pas si c'est mieux gardé ou mieux diffusé. Puisque vous dites que ce sont des sources qui sont, bien des histoires qui sont appelées à mourir, ouais. Une fois que vous les collectez, on arrive à les sauvegarder quelque part, non? Mais nous, on accepte que ça meurt. Ah oui? Oui. On accepte que une histoire
puisse s'arrêter quelque part. Quand on travaille avec les communautés, tu dois accepter le fait que, par exemple, quand on a travaillé avec Toile, il a fallu accepter le fait que certaines personnes ne vont pas partager leurs archives avec toi. Elles vont te raconter l'histoire, mais ceux qui relèvent de leur intimité, tu n'entres pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on accepte. On accepte qu'il y a un espace de l'histoire et un nœud de l'histoire auquel on ne va pas avoir accès. Je pense. Je ne sais pas ce que tu même si on a accès à ces archives ou ces histoires, il y a ces vulnérabilités de ces moments, ces temps à naître, qui doit être préservé et protégé. Donc ce n'est pas à tous les éléments qu'on a à notre disposition d'être partagés ou bien d'être diffusés. Il y a cette sensibilité qui doit être accompagnée de soins pour pouvoir aussi revoir comment remettre ça en transmission, pour pouvoir communiquer ça de manière où toutes les personnes vont avoir l'information, mais aussi ceux qui nous ont fourni l'information se voient là-dedans et qu'ils ne se sentent pas extractés de leur comme si on leur avait volé quelque chose. Ouais. Comme si on leur avait volé quelque chose. Maintenant, on est aussi des gardiennes, ça c'est vrai. Par exemple, sur des projets comme celui de Zahir Rahmani, Sismographie des luttes, quand elle est arrivée et qu'elle s'est intéressée à tous ces magazines et toutes ces revues qui ont informé les luttes post-indépendance ou qui ont informé les luttes pour la démocratie, on a travaillé avec Iboufal, on a travaillé avec Tonton Diallo Diop, on a travaillé avec toutes ces personnes qui nous ont mis à disposition leurs archives et qui, ne sachant pas quoi en faire, ou en tout cas se sont dit, ici au moins, je suis sûre que ça va être transmis. Et nous, on accepte d'être ça, c'est-à-dire d'être un conduit par lequel l'archive se transmet, d'être un conduit par lequel la mémoire se transmet. Et du coup, on a une bibliothèque qui a été le cœur de cet espace. Au tout début, quand RO a été créée, la bibliothèque a été au centre de la proposition et elle a été faite et constituée d'archives et de ressources qui racontent l'histoire du continent, de sa diaspora. Elle n'invisibilise pas l'histoire du monde, mais on est au centre de la conversation. On a tous été formés dans des systèmes ou dans des universités où on n'a jamais été au cœur de la conversation, où l'histoire était en périphérie, à la marge. Elle n'était pas reconnue ou identifiée. Là, la bibliothèque a été pensée pour que quand un jeune rentre ici, il puisse connaître Moudimbe, qui puisse connaître Mongo Betty, qui puisse connaître Senghor, qui puisse connaître Cheikh Anta, qui puisse connaître Awa Cham, qui puisse connaître Ken Bougoul, mais qui puisse aussi comprendre comment nos peuples se sont formés et comment notre histoire s'est construite et qu'est-ce qui nous a amené à la situation dans laquelle on se trouve. Remettre un peu de fierté, mais remettre aussi, redonner le pouvoir aux jeunes d'être leur propre maître pour ce qui est de leur avenir. Ne pas juste considérer qu'on va leur donner quelque chose pour qu'ils s'en sortent, mais leur faire prendre conscience que c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité de travailler pour le futur et pour s'en sortir. Alors, quand vous dites que l'histoire de Nathalie fait un peu écho à l'histoire de chacune d'entre vous, je considère que dans l'histoire de Nathalie, quand même, il y a une sorte de tragédie. Oui. Je pense que ce n'est pas le cas chez vous. C'est-à-dire, quand je dis elle fait écho à l'histoire de chacune d'entre nous, c'est qu'aujourd'hui, on est toute une génération de jeunes qui n'habitent pas leur lieu. Nous, bon, moi je vais prendre l'exemple pour moi, Philippe parlera pour elle. Je suis née et j'ai grandi au Sénégal. J'ai été formée chez les sœurs. J'ai fait l'école chez les sœurs. Je ne me suis approprié ma langue natale que plus tard dans ma trajectoire. Pas à la maison. Le Wolof ou le Sèvres? Le Wolof. Pas à la maison, pas à l'école. Je suis allée faire mes études en France, j'ai un accent parisien à couper au couteau. Et je suis rentrée et j'ai dû réapprendre toute mon histoire. Parce que dans ma tête, mes ancêtres, c'était les Gaulois à l'époque. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Et il a fallu que je comprenne que pour pouvoir travailler en tant que commissaire d'exposition, dans le contexte sénégalais, il fallait que je puisse savoir de quoi était fait ce contexte-là. Et je continue d'apprendre. Quand on a voulu faire la Ridiboum sur Cheikh Anta, on s'est entouré de personnes qui connaissaient la figure de Cheikh Anta Diop parce qu'on était aussi très consciente qu'on avait beau savoir qui c'était, on ne connaissait pas la figure et qu'on ne comprenait pas à quel point sa pensée, notamment politique et culturelle, avait impacté le peuple sénégalais et notamment cette nouvelle génération qui se revendique plus de Cheikh Anta que de Senghor. Donc il y a beaucoup de chemins par lesquels nous devons passer pour pouvoir se réapproprier à la fois notre histoire, mais aussi pour comprendre
quelle est notre responsabilité dans ce monde et dans la trajectoire qui est la nôtre. Donc quand je dis qu'on ressemble, que nos trajectoires se ressemblent, c'est plus la manière dont nos corps sont confrontés systématiquement à une absence de mémoire et de connaissance de soi, une absence d'appropriation de sa propre culture. On est désancré, on est déconnecté, on est complètement beaucoup déracinés. Et on est toutes dans ce cheminement de reconquête de notre histoire. On essaie de comprendre où on se situe, en sachant qu'on est multiple à la fois, puisqu'on a été formé dans plein d'endroits et qu'on a été sur plusieurs territoires. Donc l'idée, c'est pas de nier ce qu'on est, mais c'est qu'il faut qu'on puisse trouver le moyen de faire fonctionner tout ça ensemble. Aujourd'hui, on est à Dakar, on vit ici, on a choisi de rentrer, de s'installer ici, de travailler à partir d'ici. Mais pour pouvoir travailler et le faire bien, il faut qu'on parle la même langue et qu'il faut qu'on puisse ajuster les tonalités. Julie, toi, ta trajectoire, elle est différente. Oui, je continue sur ce que Fatima a dit. C'est par rapport à comment on navigue le monde, comment on habite le monde, par rapport à nos expériences, comment on a grandi. Je dis que je suis multiculturelle parce que je suis née aux États-Unis, j'ai grandi là-bas, des parents qui sont originaires du Sénégal et qui tirent sur d'autres territoires comme la Côte d'Ivoire, le Mali. Donc il y a cet aspect de multiplicité et de se reconnecter avec soi-même qui permet de vraiment être fier et vraiment avoir cette opportunité d'apprendre en grandissant dans un pays où le système éducationnel a été pensé avec l'extrait de nos histoires à nous. Et j'ai fait le choix de pouvoir partir à une université noire parce qu'il y avait cette intention de se reconnecter avec les histoires noires, donc qui n'étaient pas disponibles dans les autres universités qu'on appelle les universités traditionnelles. Aux États-Unis. Donc, afin de revenir aussi, il y avait cette continue de réapprendre l'histoire, continue de réapprendre comment est-ce qu'on essaye d'avoir ces fils conducteurs et conversations avec les gens dans la société, des réalités qui sont là, qui sont face à nous, qui sont des chocs dans une première interaction, mais après, qui va faire sens après avoir compris et imprégné notre héritage, nos traditions, nos façons de faire, en sortant d'une société qui nous font comment on dit ça, des critères ou bien des standards qui nous disent que c'est là, c'est comme ça qu'on doit fonctionner, c'est comme ça qu'on doit se comporter, qui n'est pas nos réalités à nous et qui ne reflète pas la société d'où on sort.